Marc-Antoine, je vous voyais approuver les propos de Ronnie. Vous le disiez tout à l'heure, quelque part, Boko Haram est aussi enfant des exactions de l'armée nigériane elle-même. Voilà, il n'a pas été créé pour ça, évidemment. Hein. Mais il y a deux choses importantes qui ont été dites. C'est la grande transformation depuis l'état d'urgence, donc de mai 2013, la création de milices locales. Ça, c'est fondamental pour comprendre un peu le portrait des victimes aujourd'hui. Et d'autre part, ce que vient de dire Ronnie, c'est-à-dire que Boko Haram, c'est d'abord réactif. C'est-à-dire que dans la grande mise en récit terroriste qui sert à justifier des interventions militaires dans la région, il y a effectivement l'idée que Boko Haram aurait un dessein qui serait de déstabiliser l'État nigérian. Moi, la stratégie de Boko Haram pour déstabiliser l'État nigérian, je la cherche encore. En revanche, si on comprend bien que c'est d'abord une secte, avant d'être un mouvement terroriste, effectivement, une secte, c'est un corps uni. Donc on se marie entre soi, on est très intolérant à l'égard des mauvais musulmans, mais on se marie entre soi, c'est un corps uni. Donc si vous coupez un petit doigt, il y a tout le corps qui réagit. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'essentiel des attaques de Boko Haram, ce sont des attaques de représailles. Quand les moulins Fournier la famille française a été enlevée dans le nord du Cameroun, c'est parce qu'il y avait 10 fidèles de la secte qui venaient d'être capturés par la gendarmerie camerounaise, qui d'ailleurs ne savait même pas que c'était des fidèles de la secte. Ils avaient été arrêtés parce qu'ils transportaient des armes. Donc ils avaient été arrêtés pour trafic d'armes. Donc on voit bien que là, il n'y avait pas une volonté stratégique de dire tiens, on va commencer à s'en prendre à des cibles internationales, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les deux puissent se développer concomitamment. Mais moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que l'internationalisation de la réponse à Boko Haram pourrait conduire Boko Haram à s'internationaliser. Ce qu'on sait déjà, alors ça c'est absolument évident, c'est que si on implique les armées des pays voisins, Niger, Tchad et Cameroun, et qu'on les fait traverser la frontière pour aller attaquer Boko Haram, ça on sait qu'à ce moment-là, Boko Haram va étendre son rayon d'action dans les pays voisins. Ça c'est garanti, d'ailleurs c'est déjà ce qui est en train de se passer au Cameroun. Donc attention à ce qu'une internationalisation de la réponse suite par exemple à la campagne de Chibok, à discuter ensuite si c'est le résultat en tout cas de cette campagne, mais que cette internationalisation ne rime pas avec uniquement une militarisation. Pour moi, si la communauté internationale a un rôle à jouer aujourd'hui, c'est d'expliquer gentiment au président Goodluck Jonathan qu'on ne gagne pas une guerre asymétrique uniquement avec le bâton, mais aussi avec la carotte. Et quand je dis le bâton, je renvoie là à ce que tu disais, Zoran, pardon, mais permet de tutoyer, parce que le bâton, c'est aussi le nom des civilian GTF, c'est milices locales, hein, Gora, la force du bâton en Kanuri. Et en fait, cette force milicienne, c'était la première fois, c'est-à-dire que l'armée se rendait bien compte qu'il n'avait pas d'intelligence humaine du terrain, parce qu'en plus, il y a une loi au Nigeria qui vaut aussi pour la police, qui fait que quand vous êtes originaire d'une région, vous êtes forcément affecté dans une autre région, dont vous ne parlez pas la région, ce qui ne facilite pas vraiment la communication avec les populations locales. Donc effectivement, beaucoup de troupes ou de policiers déployés dans le Borno ne parlent pas le Kanuri. Et comme on est dans une région qui est une des moins éduquées du Nigeria, il y a très peu de gens qui parlent anglais, donc on a un peu de mal à communiquer. Et en plus de ça, comme ils ont commis beaucoup d'exactions, ils sont perçus comme des troupes d'occupation, donc la population ne coopérait pas. Donc la grande idée des stratèges nigérians, ça a été de monter ces milices civiles, les Civilian Joint Task Force, qui effectivement a rajouté un surcroît de violence, parce qu'à ce moment-là, Boko Haram a commencé à massacrer des villages entiers, comme tu le disais, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc là, moi, j'étais en juillet dernier sur la frontière Niger-Nigeria à mener des entretiens du côté de Difa, Bosso, sur le lac Tchad, avec des réfugiés nigérians. Premier point, ils fuyaient autant l'armée que les Gora, enfin les civiliens GTF, et que Boko Haram. On raconte tant des histoires quand même assez poignantes, je dois dire. Et le deuxième point, parce que ça, je ne l'avais pas bien compris dans les médias ou de ce que j'arrivais à en retirer, c'est seulement sur le terrain, ils fuyaient énormément la conscription forcée. Ça, je crois que c'est important aussi de comprendre sur le profilage des victimes que les jeunes, notamment, il y a... alors, soit c'est Boko Haram qui arrive le premier dans le village et qui dit bah, « vous nous suivez, sinon vous êtes nos ennemis, on va vous tuer ». Et puis après, les survivants, eh bien, l'armée passe et dit bah, « si vous n'avez pas été tués, c'est que vous êtes des complices de Boko Haram, donc on va vous éliminer ». Ou alors vous rejoignez les civilians GTF. Et donc là, il y a aussi cette pression migratoire qui est forte, qui fait qu'aujourd'hui, le Borno se vide de ses campagnes. On estime, et comme d'habitude les estimations, les chiffres peuvent être très flous, mais on estime que la ville de Maïdougouri aurait atteint plusieurs millions d'habitants, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens, les déplacés internes vont plutôt se réfugier dans le chef-lieu administratif du Borno, ou sinon ils partent dans les pays voisins comme réfugiés en traversant la frontière, et ils vont au Niger et puis au Cameroun. Mais ils fuient la conscription forcée, et ils fuient bien autant les exactions commises par Boko Haram que celles commises par l'armée, et ça je crois que c'est quand même important de le rappeler. Sarah, je peux confirmer effectivement cette logique. Je crois que sans vouloir froisser la moindre susceptibilité, je crois qu'il faut se rendre compte que la tradition au Nigeria, ce n'est pas une tradition angélique, c'est la force. Non, mais je veux dire, c'est pas depuis l'émergence de Boko Haram.
l'État gère par la force, très peu par le dialogue. Maintenant, ce qui est important de rajouter à ce que Marc-Antoine disait, c'est que oui, il fuit la pression des forces de sécurité, la pression des brigades d'autodéfense, la pression de Boko Haram, mais il faut se rendre compte que Borno a toujours été l'endroit où il y avait le royaume Kanouri. Donc les Kanouris se sentent bien supérieurs à tous les autres nordistes. Le fait de dire qu'il n'y a pas de volonté de déstabiliser l'État, alors peut-être pas l'État, mais il faut quand même se rappeler que l'enlèvement des filles a lieu le même jour que l'attentat contre la gare routière d'Abuja. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une volonté claire de devenir une gêne pour le président Jonathan, justement, Marc-Antoine, pour ce que tu disais, pour ces échéances qui sont fondamentales au Nigeria, que sont les élections, non pas uniquement présidentielles, mais de gouverneurs, de membres de l'Assemblée nationale, de sénateurs et les autorités locales qui auront lieu au mois de février l'année prochaine. Et le kidnapping des filles est un gros caillou dans la chaussure présidentielle. Parce qu'a priori, ils ne pouvaient pas le prévoir, ça. Non, mais d'abord, ils ont attaqué Chibok parce qu'ils recrutaient des civiliens JTF, donc il fallait punir les villageois. C'était la stratégie de la terreur pour les dissuader de rejoindre les rangs des milices. Et puis, ils croyaient qu'il y avait des soldats. En fait, il n'y en avait presque plus parce que quand les gens de Chibok ont averti l'armée, l'armée a décampé comme elle le fait d'habitude plutôt que de protéger les civils. Ce n'est pas dans son mandat. Donc ils sont partis et du coup tout ce qu'ils ont trouvé c'est les filles et ils les ont enlevées. Voilà moi les récits que j'ai. Et ils ne pouvaient pas imaginer, et on voit il y a deux revendications de Shekau sur l'enlèvement des filles. Il y a une première qui est très maladroite en termes de vidéo, puis la deuxième qui est beaucoup plus formalisée parce que là entre-temps il a pris conscience qu'il y a eu un buzz médiatique auquel il ne pouvait pas s'entendre. Je ne pense pas qu'il y ait un spin doctor auprès de Shekau, il n'y a qu'à voir le bonhomme sur les vidéos, pour imaginer, tiens, je vais enlever les filles de Chibok pour, et d'ailleurs tu l'as dit toi-même, je veux dire 2 mois avant, ils avaient massacré des lycéens dans un dortoir et personne n'avait réagi. Donc je ne crois pas qu'il y ait là un dessein qui vise à déstabiliser. En tout cas, j'entends que je reprenne ma formulation, et donne-moi juste 1 minute pour bien préciser ma pensée. Un dessein qui viserait à déstabiliser l'État nigérian, c'est effectivement aussi cibler des cibles stratégiques, ça peut être des ponts comme le pont de Lokoja, ça peut être toucher les Ibo qui sont des minorités chrétiennes au nord mais qui sont originaires du sud, et ça n'a pas du tout les mêmes implications. Si tu veux provoquer une guerre civile comme pendant la guerre du Biafra en 66, enfin en 67 mais avec les pogroms de 1966, il vaut mieux, quitte à attaquer des chrétiens qui viennent du sud, parce qu'à ce moment-là les corps sont enterrés au sud et il y a des représailles contre les minorités musulmanes au sud. Et à ce moment-là, ça dégénère complètement, ça devient des violences communautaires, il n'y a même plus besoin de Boko Haram pour que tout le monde se massacre. Donc s'il y a une vraie volonté vraiment de créer une situation de guerre civile au Nigeria, je pense que Boko Haram n'aurait pas exactement les mêmes cibles. C'est là où j'ai du mal à décerner un véritable plan stratégique d'un groupe terroriste qui viserait à vraiment créer le chaos, ce qui ne veut pas dire qu'il ne touche pas des cibles gouvernementales, bien au contraire, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Un mot et ensuite Laurent Viguier. Très rapidement, je crois que c'est toujours très très difficile de savoir exactement quelles étaient les motivations des uns et des autres. Moi, la seule chose que je sais, Marc-Antoine, c'est que sur l'enlèvement des fillettes, des filles, des écolières, il y a toujours des questions qui n'ont pas de réponse. Comment peut-on expliquer qu'on va kidnapper toutes les filles et qu'on ne va pas toucher le collège de garçons qui est à 300 mètres ? Comment est-ce qu'on explique que la fille du directeur de l'école, par hasard, ne se trouvait pas dans l'école ce soir-là ? Comment est-ce qu'on explique que l'armée quitte Chibok, non pas après l'attaque de l'école des filles, mais 1 semaine avant ? C'est une des questions que l'ancien gouverneur de l'Adamawa avait posées et qui lui a valu beaucoup de problèmes, d'ailleurs, comme tu le sais. Donc, je crois qu'il n'y a rien d'aussi clair que ça. Il y a eu cette action. Certains affirment que l'action n'a pas été menée par Boko Haram, mais que Boko Haram, après, en tout cas, un des groupes qui fait partie de cette construction qu'on appelle Boko Haram, a réussi à remettre la main sur les filles. Donc je crois que là, il y avait au départ une volonté de démontrer, c'est pas la première fois, que le pouvoir central était incapable de garantir la sécurité des gens. Et c'est vrai qu'au Nigeria, s'attaquer à des enfants, c'est une valeur symbolique qui est beaucoup plus forte que de s'attaquer à des villageois. Enfin, on voit une volonté forte d'intervenir dans des situations locales, de déstabilisation politique, et en même temps ce qu'on pourrait appeler des effets d'aubaine, quelque part. Boko Haram ne peut pas exister au Nigeria sans soutien politique. Laurent Viguier. Oui, c'est justement sur ce point-là que je voulais revenir. La dimension politique de Boko Haram est celle que
que ses dirigeants veulent lui insuffler, c'est aussi le résultat de ses actions et le fait qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui se jouent derrière l'insurrection de Boko Haram. Des enjeux qui se sont manifestés déjà dans le passé. Il est très clair que la montée en puissance de Boko Haram a arrangé un certain nombre de leaders politiques du nord du Nigeria et qu'ils ont, pour certains, pu être tentés de souffler un peu sur les braises. Et d'autre part, il est certain que dans la perspective des élections générales de février prochain, l'enjeu Boko Haram dépasse largement ce pourquoi Boko Haram se bat. Et qu'il y aura dans cette perspective-là un jeu qui d'ailleurs est difficile à évaluer en termes de gains ou de pertes à la fois pour le gouvernement et pour les leaders nordistes qui peuvent être tentés d'encourager l'insurrection pour montrer la faiblesse et l'incapacité du gouvernement central, puisque peut jouer aussi le fait que dans les semaines qui précèdent l'élection, par exemple, des avancées militaires, sécuritaires permettraient de jouer en faveur du gouvernement central. C'est de la politique fiction, mais ce qui est sûr, c'est que cet enjeu-là va colorer les enjeux de l'élection présidentielle et les enjeux de toutes les élections, parce que Zoran avait raison de rappeler que ce ne sont pas seulement des élections présidentielles en février, mais ce sont des élections générales. Alors on voit bien les enjeux internes au Nigeria à travers ce que vous dites, mais en même temps, lorsqu'on voit les dirigeants de Boko Haram menacés de proclamer un califat, lorsqu'on les voit rendre hommage à d'autres galaxies fondamentalistes, islamistes ou djihadistes dans le monde, est-ce que ça c'est simplement un effet d'annonce ou est-ce que c'est lié plus prosaïquement à une internationalisation? On va peut-être demander à Priscilla son avis et Jean-Marc ensuite. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'effets d'annonce dans les vidéos de Shekau qui sont pas forcément fondés. Enfin, Shekau est quelqu'un qui parle énormément, qui dit beaucoup de choses, mais il y a pas forcément une politique derrière tout ça. Et jusqu'à présent, enfin, il y a pas de vrai lien entre ces mouvements pour qu'on pense vraiment à une internalisation de Boko Haram. Donc, Boko Haram reste au Nigeria. Certes, il y a quelques actions au Cameroun, mais encore une fois, c'est comme disait Marc-Antoine, c'est en réaction. Enfin, plus le Cameroun va s'investir dans la crise nigériane, plus il y aura des attaques de Boko Haram au Nigeria. Mais Boko Haram n'a pas une vocation, pour l'instant, à agir à l'international.